Caroline, je vous laisse démarrer. Parfait. Bon, je pense que vous avez compris qu'aujourd'hui, nous sommes sur la thématique du cirque. Et pour vous parler du cirque avec Michel, on a choisi la corde lisse. La première raison, c'est que c'est impossible d'accrocher une corde lisse dans cette salle et que donc je n'ai pas besoin de vous démontrer que je ne sais pas en faire. Et la deuxième raison, c'est qu'il y a quand même un petit lien, notamment si on pense à la qualité des acrobates qui réalisent cette discipline. Parce qu'il faut beaucoup de force et d'agilité pour réaliser des acrobaties sur une corde lisse. Alors, du coup, je pense à l'habileté pour l'habileté commerciale qui nous permet de transformer nos ventes, et puis à la force pour la force de la marque, celle qui crée cette relation avec les clients, mais aussi avec les collaborateurs et puis avec les partenaires. Et puis, Caroline, nous n'avons pas seulement choisi la corde lisse, nous avons aussi choisi une représentation en duo, un peu comme nous aujourd'hui, parce que le retail, c'est aussi une histoire de duo, car il faut développer des synergies entre le front et le back-office, et de façon plus récente, créer des synergies entre le physique et le digital. Oui, et puis ces synergies, c'est au cœur du sujet de nos clients aujourd'hui. Alors, pour se projeter un petit peu dans 3 ans, on a décidé de se focaliser sur 2 tendances. Une première tendance qui va plutôt s'attacher aux moyens dont on livre les services aux clients, et une deuxième dont on parlera un petit peu plus tard, qui va, elle, plutôt se concentrer sur les services en eux-mêmes. Alors, concernant cette première tendance, je me lance en prenant un gros risque et avec un bon vieux concept de consultant, un facteur de forme. Alors, qu'est-ce que c'est un facteur de forme ? Le facteur de forme, c'est simplement, et en fait on en a parlé toute la matinée, c'est ce phénomène qui transforme la manière dont un service est délivré à un client. Je pense qu'il y a des gens dans cette salle qui ont commencé à écouter de la musique avec des 33 tours, d'autres avec des cassettes audio, d'autres des CD-ROM, et d'autres ont commencé directement sur Deezer peut-être. En tous les cas, on comprend bien que sur l'histoire de la musique, par exemple, le service est toujours là, vous écoutez de la musique chez vous. En revanche, la manière dont vous écoutez de la musique, elle n'est plus du tout la même aujourd'hui que ce qu'elle était avant. Et donc ce concept de facteur de forme, là, qui modifie notre manière de consommer des services, notre conviction profonde, c'est qu'il est loin d'avoir terminé de transformer notre manière de consommer. Et on pense que dans les 3 prochaines années, ça va encore beaucoup évoluer. Pourquoi ? Eh bien parce qu'il y a beaucoup de choses, il y a beaucoup de devices, il y a beaucoup de médias qui sont en train d'arriver chez vous, dans vos maisons, et qui n'ont pas encore eu cet effet facteur de forme. Par exemple, j'imagine que certains d'entre vous ont maintenant un assistant personnel, un Alexa, un OK Google. D'autres ont peut-être investi sur un robot. Certains ont peut-être des lunettes de réalité virtuelle. Et puis peut-être plus facilement, vous avez probablement tous une box. Et tous ces objets qui sont chez vous aujourd'hui, ils vous permettent de faire un truc, 2 trucs, mais ils ne sont pas encore vraiment devenus des facteurs de forme. Ce qu'on observe, c'est que pour devenir un facteur de forme, il faut que ça rentre chez vous, ou que ce soit distribué au plus grand nombre, mais il faut aussi que ce soit multiserviciel. Et puis, il faut que l'assemblage de ces services, ça transcende le device en lui-même et la raison pour laquelle vous l'avez acheté. Par exemple, aujourd'hui, votre téléphone, il fait bien plus que téléphoner. Et puis, votre PC, il fait bien plus que du traitement de texte. Alors, on va aller avec un exemple. Michel Hitachi a gagné un prix cette année pour une technologie qui pourrait devenir un facteur de forme dans le monde du paiement. Est-ce que vous pouvez nous en parler ? Oui, effectivement. Donc, il s'agit en fait d'une récompense obtenue lors d'une manifestation Copenhague Smart City Ville Connectée. Donc, cette technologie d'authentification permet, sur la base biométrique des veines internes à vos doigts, de pouvoir vous authentifier. Alors, c'est effectivement une innovation de facteur de forme, puisqu'elle permet de se substituer à la carte bleue physique, tout en conservant le moyen de paiement associé, mais en y ajoutant des services additionnels souscrits. Donc, cette nouvelle solution d'avenir, qui tend progressivement à remplacer l'empreinte digitale, est peu coûteuse, perpétuelle et naturelle. Elle a aussi l'avantage d'être pratiquement infalsifiable. Et puis, elle servira aussi à développer les synergies entre les duos du physique et du digital, car elle devient multiservicielle. Je prendrai un exemple sur les JO de Tokyo, où cette solution d'authentification, dès l'arrivée à l'aéroport, permettra de vous identifier, puis ensuite ouvrira votre programme marketing de services et de prestations au sein du village olympique. Elle est entièrement digitale,
aussi bien les billets que les cartes d'accès, que vous aurez d'ailleurs toujours sur vous, on peut même dire à portée de main. Cette solution multiservicielle va vraiment permettre de rapprocher les offres marketing et commerciales. Merci beaucoup, Michel. Caroline, toutes ces évolutions des facteurs de forme dont on parlait, elles semblent apporter beaucoup de simplicité, beaucoup d'agilité aux clients, mais j'imagine que derrière, comme toujours, c'est pas si simple. Ah oui, en effet. Le digital, c'est pas toujours très simple. Et je pense que c'est un moyen d'introduire assez souple, un moyen assez souple d'introduire la deuxième tendance dont on voudrait vous parler. En fait, effectivement, donc, il y a un facteur de complexité qui va avec ce facteur de forme. Ce facteur de complexité, il est lié essentiellement à l'effet nouveauté. On fait plein de nouvelles choses maintenant. On met en place de nouveaux services pour nos clients, ce qui nous oblige à monter en compétences sur de nouveaux savoir-faire. Et puis, du coup, on est bien obligé de mettre en place des plateformes technologiques pour opérer correctement toute cette nouveauté. Je vous donne un exemple. Chez mes clients, nous, on travaille beaucoup sur la logistique. On a l'habitude d'accompagner nos clients sur des grands programmes de transformation de leur supply chain globale dans la distribution. Et aujourd'hui, les projets qu'on fait sont très concentrés sur la mise en place d'entrepôts robotisés et mécanisés. Là, vous voyez derrière moi les robots de dernière génération qui sont non plus des assistants à la préparation de commandes, mais qui essayent, ce sont des prototypes encore, qui essayent de préparer tout seuls des commandes. Alors, l'effet nouveauté, il est où? Mes distributeurs, eux, leur métier, c'était de distribuer des palettes à des centaines, allez, des milliers de points de vente. Aujourd'hui, ils préparent des dizaines de milliers de commandes pour les clients finaux. Et cette nouvelle manière de préparer, ce sont des nouveaux savoir-faire qui permettent de délivrer ces fameux nouveaux services de livraison en drive ou à domicile, comme vous en profitez certainement. Et ils nécessitent la mise en place de nouvelles plateformes technologiques. Michel, Hitachi est aussi un producteur de produits de grande consommation. Vous êtes concurrent de Bosch dans des produits pour les particuliers. Est-ce que vos clients sont confrontés à ces mêmes questions, à ces mêmes interrogations dont on parlait? Oui, pour le grand public, nous avons par exemple une marque réputée qui s'appelle Denon, qui est en fait la marque audiophile du groupe, qui fabrique historiquement des chaînes IFE pour audiophiles. Eh bien, elle a dû changer de métier pour pouvoir gérer, intégrer, manager les nouveaux écosystèmes des plateformes de streaming. Donc aujourd'hui, Denon évolue souvent à un nouveau business model de distributeur de musique, continue de concevoir des produits de haute technologie, mais plus complexe et connecté, car devant se mettre à jour dynamiquement avec les offres des différentes plateformes de streaming. On voit bien que pour continuer à fabriquer des plateformes d'écoute hi-fi de haute qualité, eh bien, on a dû à la fois créer de nouveaux métiers, créer de nouveaux services et aussi créer de nouvelles plateformes technologiques. Alors bon, toute cette complexité nous amène où? Notre conviction aujourd'hui, c'est que ce facteur nouveauté qui s'inscrit chez tous les distributeurs et chez nombre de producteurs de grande consommation contraint à mettre en place ces fameuses nouvelles plateformes technologiques et que c'est en train fondamentalement de repositionner le back-office des retailers dans leur organisation. Pourquoi? Parce que ces plateformes et ces services permettent maintenant aux distributeurs de manipuler des données qui sont directement intéressantes pour le client. Elles lui servent directement. Et du coup, le back-office n'est plus forcément en situation, il le fait bien sûr toujours, de s'adresser au front-office qui gère son client, que ce soit de manière digitale ou physique. Il va directement produire la bonne information, l'information juste, qui va permettre au client de rentrer dans l'expérience. Et vous parlez de l'IoT. Michel, le Gartner positionne Hitachi parmi les leaders de l'IoT. Vous êtes au cœur du sujet. Pouvez-vous nous illustrer comment les projets autour de cette technologie rapprochent progressivement le back-office du client final? Oui, alors je rebondirai effectivement sur les paroles de Caroline. Chez Hitachi, nous sommes aussi connus pour gérer, enrichir, analyser, valoriser les données. Et donc je prendrai un exemple d'un client qui, dans un premier temps, a déployé une plateforme IoT sur sa flotte de véhicules de livraison afin de pouvoir prédire les pannes mécaniques. Car la panne est pour lui un des facteurs les plus impactants sur sa qualité de service. Grâce aux informations détenues maintenant
pas seulement par les IoT, mais par toutes les sources de données, au sein du back-office, eh bien, il a pu créer un nouveau service concurrentiel de livraison à la minute, permettant aussi aux clients de pouvoir personnellement suivre son paquet géolocalisé. Il réfléchit aujourd'hui, à une échéance de 2-3 ans, de pouvoir introduire la prise de rendez-vous à son premier service, permettant ainsi la livraison sur rendez-vous ou le retour colis avec modification, par exemple, 30 minutes avant ce rendez-vous. Pourquoi un délai de 2-3 ans? Tout simplement parce qu'il va devoir intégrer des composantes d'intelligence artificielle, ne fût-ce que pour le calcul des routes et des trajets de livraison. Donc on voit bien qu'avec la somme d'informations qui est détenue par le back-office, on voit bien la valorisation et la nécessité de porter le service client directement avec le client. Merci beaucoup. Caroline, quelques mots pour conclure cette présentation. Oui, alors je vais conclure rapidement en 3 points. Premier point, le retail, en fait, vous l'aurez compris, c'est une discipline acrobatique qui met en scène des duos agiles qui, avec force et habileté, se mettent au service de l'accord de liste du client. Deuxièmement, l'effet facteur de forme, qui est un petit peu, de notre point de vue, la face visible de la révolution digitale. Cet effet facteur de forme va continuer. Et je pense que votre manière de consommer des services des distributeurs va encore beaucoup évoluer dans les 3 prochaines années. Et puis enfin, et je pense que là, on rejoint quasiment les prédictions de Dadenshon en début de cette conférence. Toute la nouveauté, les nouveaux services, les nouveaux métiers, les nouvelles plateformes rapprochent les back-office, comme les front-office d'ailleurs, directement des clients. Et donc chacun a son rôle à jouer dans cette relation client, en une équipe agile et qui, j'espère, tel un cirque, crée une expérience unique. Voilà, je vous remercie.